Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire des Folies Web. Je suis Anne-Émilie, je fais partie de l'équipe des Folies Web et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour le premier webinaire de la semaine et le dernier du mois de mai sur la thématique prospection commerciale sur le web, quelles règles RGPD respecter. Et c'est Élise Guillaudis de Numétique Avocat qui nous rejoint ce matin pour animer ce thème. Bonjour Élise et bienvenue à toi. Bonjour Anne-Amélie, et merci de m'accueillir à nouveau pour ce webinaire. Et bonjour Avec à grand tous. plaisir. Parce que tu es une habituée des webinaires Folies Web, maintenant, si je peux le C'est dire. ça. Effectivement, bonjour aussi à tous les participants. Bienvenue à vous. Vous êtes toujours au rendez-vous pour toutes nos nouvelles thématiques. Donc, on vous souhaite la bienvenue à tous. Élise, je te passe la parole. Je te laisse te présenter. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Oui, merci Anne-Amélie de me passer la parole. Écoute, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin pour un sujet pas simple, le sujet du RGPD, la protection des données personnelles. Donc, on va passer les 40 minutes ensemble. Et l'idée de ce webinaire, c'est de vous donner des clés, d'essayer de vous aider à y voir un petit peu plus clair sur les règles à respecter au niveau des données personnelles en matière de prospection commerciale. Alors peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis avocate. Je travaille du côté de Grenoble depuis maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans. J'ai fondé un cabinet qui s'appelle Numétique Avocat. Mon cœur de métier, mon expertise, c'est le droit du numérique, le droit des contrats. Je rédige quand même beaucoup de contrats. Et le RGPD, protection des données personnelles. Donc c'est vrai que mes clients sont essentiellement des petites entreprises, beaucoup d'entreprises digitales, donc du web, agences de com, webmaster, développeurs, éditeurs de solutions logicielles. Mais j'ai aussi dans ma clientèle des entreprises qui vendent en ligne ou des entreprises plus traditionnelles. J'ai vu qu'il y avait une praticienne du bien-être qui nous écoute. J'ai aussi pas mal de praticiens du bien-être dans ma clientèle. Et puis, j'ai la particularité d'avoir conçu et fait développer un logiciel qui s'appelle Numédoc et qui permet aux petites entreprises d'obtenir des documents d'avocat, enfin certains documents d'avocat, directement depuis mon site internet. Donc, l'objectif, c'est de rendre l'avocat et les documents d'avocat dont vous avez parfois besoin un petit peu plus accessibles, par exemple des mentions légales de sites internet. Voilà ce que je peux dire sur mon parcours et mon activité. Et ma devise, parce que c'est vrai que c'est intéressant, enfin en tout cas je pense que c'est important, en tout cas d'avoir mon point de vue par rapport à l'accompagnement juridique. Ma devise, c'est mieux vaut prévenir que guérir, surtout sur le web. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé ma carrière comme avocate contentieuse, en contentieux, donc j'accompagnais les entreprises qui rencontraient des contentieux. Et c'est vrai qu'on se rend compte assez facilement que c'est pas forcément toujours très simple de vivre un contentieux quand on est une entreprise, surtout une petite entreprise. Et donc aujourd'hui, je concentre toute mon activité sur le conseil, la sécurisation en amont, avec pour objectif d'essayer d'aider les entreprises, de renforcer leurs outils juridiques pour qu'elles évitent justement des contentieux. Donc voilà sur mon parcours. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet par rapport à la prospection commerciale et le RGPD. Alors peut-être quelques éléments de contexte pour que vous compreniez pourquoi il y a des règles à respecter en matière de prospection commerciale. Alors l'objectif qui est poursuivi, qui est l'objectif fondamental qui est poursuivi par les textes, pourquoi il y a des règles à respecter, c'est important de comprendre, l'objectif qui est défendu derrière ces règles, c'est de protéger la vie privée des individus et par là même leurs données personnelles. L'objectif, c'est de rappeler que tout individu, que ce soit un particulier, mais aussi un professionnel, a droit au respect de sa vie privée et donc a droit au respect de ses données personnelles. Et c'est vrai qu'à l'ère du big data, à l'ère du tout numérique, c'est des principes qui sont aujourd'hui un peu bafoués, on est bien d'accord. Et donc ces textes qui fixent des règles à respecter, ils visent justement à défendre la vie privée et les données personnelles des individus. Donc c'est plutôt un principe qui est sain et plutôt positif. Après, c'est vrai que quand on est de l'autre côté, quand on est une entreprise, c'est parfois pas si évident que ça de respecter justement ces règles parce qu'il y en a beaucoup. Alors principalement en matière de prospection commerciale, les règles sont fixées par le RGPD,
le fameux règlement européen sur la protection des données personnelles. Et puis, on a aussi en droit français un code qui est le code des postes et des communications électroniques qui fixe aussi des règles particulières en matière de prospection commerciale. Donc voilà, je vous ai dit l'essentiel au niveau des textes et des acronymes. Je passe maintenant dans le vif du sujet, aux règles à respecter. Peut-être avant d'aborder les règles et vous expliquer ce qu'il faut faire et pas faire, un petit point quand même de précision sur les sanctions, parce qu'en général, quand il y a des règles, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc, si on ne respecte pas les règles, on risque des sanctions. Alors, il y a une palette de sanctions qui est assez riche, assez variée. Donc, la CNIL peut vous poursuivre, vous contrôler. Et si elle voit que vous ne respectez pas les règles, elle peut rentrer en voie de condamnation. Il n'y a pas que la CNIL qui peut vous condamner. Vous pouvez aussi être éventuellement mis en difficulté devant un juge par exemple judiciaire. Donc voilà, je vous ai mis les sanctions qui sont des sanctions maximum possibles. Et puis après, évidemment, les autorités ont une marge d'appréciation. Ce n'est pas forcément une sanction à hauteur de 20 millions d'euros que vous risquez. Mais voilà, ça va dépendre de si vous êtes une petite entreprise ou une grosse entreprise, si la violation du texte est grave ou pas. Enfin voilà, en fait, tout est est source d'appréciation par les autorités. Donc voilà, ce qu'il faut juste rappeler, c'est qu'il y a des règles et que voilà, si vous n'êtes pas en conformité avec ces règles, vous risquez peut-être d'être inquiété et d'être soumis à une amende. Donc c'est quand même dommage de se prendre une amende pour des sujets comme cela. Donc voilà, l'objectif, c'est d'être respectueux des règles. Et donc justement, parlons-en des règles. On va rentrer dans le vif du sujet. Je parle de prospection commerciale, mais peut-être que pour certains, c'est pas si clair que ça. Qu'est-ce que la prospection commerciale ? C'est vrai que ce n'est pas forcément d'ailleurs un très joli mot, la prospection commerciale. En fait, il faut savoir que derrière ce terme, il y a une définition qui est super large. Ça va viser vraiment toute démarche que vous aurez en tant que professionnel, donc que vous soyez en auto-entreprise, que vous soyez en société, toute démarche que vous allez avoir par rapport à votre entreprise qui vise à mettre en avant, à promouvoir de manière directe ou indirecte vos produits, vos services. Donc, c'est super large, d'accord ? Donc, ça va inclure, par exemple, les actions marketing, toute finalement initiative que vous allez avoir qui vise justement à promouvoir vos produits et vos services. Et bien, d'un point de vue juridique, c'est constitutif de prospection commerciale. Et donc, à partir de là, eh bien, les règles que je vais vous exposer vont devoir être respectées. Alors, n'hésitez pas dans le chat, si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite ou après, sachant qu'évidemment, on prendra un temps à la fin pour répondre à tout le monde. Donc, qui doit respecter ces règles ? Comme je vous le disais à l'instant, c'est vraiment tout professionnel, peu importe son statut juridique, société, entreprise individuelle, auto-entrepreneur, freelance, peu importe. À partir du moment où vous êtes un professionnel et que vous voulez promouvoir vos produits et vos services, que ce soit sur le web ou que ce soit en dehors du web, eh bien, vous devrez respecter les règles sur la protection des données personnelles en matière de prospection commerciale. Qui doit être protégé ? Je parlais tout à l'heure de la vie privée des individus, mais finalement, si on veut être un petit peu précis, eh bien, qui est protégé par les textes ? Eh bien, c'est vraiment toute personne, que ce soit un consommateur, que ce soit un professionnel, avec donc toutes les personnes avec lesquelles votre entreprise est en interaction ou peut être en interaction. Donc, ça peut être des personnes qu'elle ne connaît pas encore, donc des prospects. Ça peut être des clients actuels avec lesquels vous êtes déjà en relation commerciale, vous avez déjà vendu un service, un produit. Eh bien, ce client-là, vous pourriez le prospecter à nouveau pour lui vendre des choses complémentaires, par exemple. Ça peut être un client, un ancien client, donc une personne à qui vous avez vendu un produit ou un service, mais voilà, en fait, vous n'avez plus il n'y a plus de contrat en cours avec ce client, donc on parle d'anciens clients. Donc, toutes ces personnes-là, vous voyez, va être protégées par la réglementation. Donc, vous, par rapport à vos activités, que vos clients soient des professionnels, que ce soit des particuliers, que ce soit des clients, des anciens clients ou des personnes que vous n'avez encore jamais rencontrées, donc des prospects, eh bien, vous serez concernés par les règles que je vais énoncer.
Alors, avant de parler de la prospection commerciale en ligne, donc par mail, parce que c'est très souvent comme ça que ça se traduit, il faut savoir que, bon, ça, j'imagine que vous le savez, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différentes formes de prospection commerciale possibles. Il n'y a pas que la prospection en ligne. Et selon la forme de la prospection commerciale, les règles à respecter ne seront pas toujours les mêmes. Donc, par exemple, si vous faites de la prospection par SMS, par MMS, ou par courrier postal, ou par automate d'appel, eh bien, les règles à respecter ne seront pas toujours les mêmes. Et là, aujourd'hui, on va se concentrer, parce que c'est souvent par ce canal-là, finalement, que vous agissez en matière de prospection commerciale, mais on aurait pu très bien élargir notre sujet. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la prospection commerciale en ligne, par mail, parce que vous êtes, c'est vrai, assez nombreux finalement à utiliser ce canal. Alors, si je fais donc ce focus sur la prospection commerciale en ligne, comment concrètement ça se matérialise? Souvent, ça peut être par exemple une newsletter. Vous êtes assez nombreux à avoir mis en place ce système de newsletter ou avoir le projet de mettre en place ce système de newsletter. L'objectif d'une newsletter, c'est d'envoyer un contenu d'information et éventuellement d'infomercial. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner un contenu qualitatif à des personnes et à l'occasion de ce contenu-là, et bien de placer vos produits ou vos services. Donc, c'est vrai que cet outil de newsletter est quand même assez intéressant en matière de prospection commerciale. Mais finalement, on peut raisonner aussi plus large et se dire, ça peut être aussi, au-delà de la newsletter, ça peut être un mail, un échange de mails avec une personne, avec un client, avec un ancien client. Vous le relancez pour savoir ce qu'il devient. Et à cette occasion, vous lui dites, tiens, en fait, est-ce que vous savez que j'ai sorti un nouveau service ou un nouveau produit? Est-ce que ça vous intéresserait que je vous en parle un petit peu plus? Ça, c'est aussi une forme de prospection commerciale par mail. Ça peut être aussi utiliser les réseaux sociaux, des posts pour mettre en avant vos actualités, votre expertise, vos produits, vos services. Donc, c'est un outil, le réseau social, qui est super intéressant et qui va ensuite être utilisé pour rentrer en relation avec la personne et puis promouvoir vos produits, vos services. Donc, vous voyez, finalement, la prospection commerciale en ligne, elle peut englober tous ces différents canaux. Alors, quelles sont les règles à respecter? Quand on a bien identifié, une fois qu'on a bien identifié ce que c'est que la prospection commerciale, il va falloir qu'en effet, on respecte un certain nombre de règles. Et vous allez voir que finalement, alors je vous ai fait un petit tableau synthétique pour que vous y voyez clair, parce qu'en fait, finalement, il y a trois grands cas. Et selon le cas dans lequel vous êtes, eh bien, les règles ne seront pas toujours les mêmes. Et bien, alors évidemment, là, je vous présente les choses de manière synthétique et puis ensuite, on va aller dans le détail, voir chacun de ces cas pour voir concrètement qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc, premier cas, lorsque vous adressez votre prospection commerciale, donc vos infomerciales, à des particuliers, donc on est en B2C, business to des professionnels à des consommateurs, eh bien, il y aura 3 grandes règles à respecter. On va les passer en revue en détail. Informer les personnes, obtenir leur consentement et respecter le droit d'opposition. Donc, il y aura ces 3 grandes règles à respecter quand vous vous adressez à des particuliers. Mais si vous êtes dans un business B2B, c'est-à-dire que vos clients, vos prospects sont des professionnels, eh bien, on va voir que, eh bien, en principe, on va pouvoir se passer du consentement, c'est-à-dire qu'on aura l'obligation de les informer, on aura l'obligation de respecter leur droit d'opposition, mais on n'aura pas forcément besoin de requérir leur consentement préalable. Donc ça, c'est assez intéressant de voir dans quel cas précisément on va pouvoir se passer de ce consentement. Et puis, il y a un troisième cas que je vous ai quand même mis aujourd'hui et j'espère avoir un petit peu de temps pour en parler. C'est le cas où vous utilisez des traceurs, par exemple sur votre site, ou ça peut être aussi utilisé dans un logiciel ou dans un mail. Et pour certains types de traceurs, notamment à des fins publicitaires ou marketing, eh bien, la règle, ça va être celle du consentement. Donc, en fait, on va se retrouver dans le cas de la prospection commerciale B2C, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de respecter l'information, le consentement et le respect du droit d'opposition. Donc voilà, je vous ai donné cette vue synthétique des trois cas différents. Et maintenant, on va rentrer dans
en détail dans la premier cas. Donc, quand on adresse une prospection commerciale à des consommateurs. Donc, dans ce cas-là, on a ces 3 grandes règles qu'il va falloir respecter. Donc, ça veut dire qu'avant d'envoyer sa prospection commerciale, il va falloir donner des informations à la personne, obtenir son consentement express et préalable. Donc ça va être les 2 grandes premières règles à respecter. Et une fois que la personne a été informée et qu'elle vous a donné son consentement, eh bien, il va falloir, parce que la personne peut changer d'avis à tout moment, hein, et donc exercer son droit d'opposition. Et si c'est le cas, eh bien, il faudra faire droit à sa demande d'opposition. D'accord? Donc voilà le schéma global quand vous envoyez de la prospection commerciale à des particuliers. Alors, premier élément, c'est l'information. Je vous ai dit qu'il va falloir informer la personne, lui donner des informations au niveau de la réglementation sur les données personnelles. Et quand je dis information, finalement, ce n'est pas une ligne, ce n'est pas une seule phrase d'information, c'est toute une liste d'informations bien précises qu'il va falloir penser à donner à la personne concernée. Cette liste d'informations, elle va être précisée dans le texte du RGPD, du Règlement général sur la protection des données personnelles. Donc, l'information, elle va devoir porter sur votre identité. Il va falloir que vous expliquiez, vous indiquiez à la personne concernée qui vous êtes, donc votre identité. Donc, l'identité, c'est toutes les informations officielles relatives à votre entreprise. Hein, d'accord ? Donc, par exemple, si vous êtes en société, il faut donner les informations sur la forme juridique, le capital social, le siège, etc. Et indiquer que vous êtes, au plan RGPD, le responsable de traitement, parce que c'est comme ça qu'on se qualifie au niveau de la protection des données personnelles. Ensuite, ça, c'est le premier niveau d'information. Ensuite, il va falloir expliquer, donc c'est les finalités de la collecte, donc les raisons pour lesquelles vous collectez les données personnelles de la personne. Donc là, en l'occurrence, la finalité première, ce sera celle de la prospection commerciale. Donc, il va falloir que dans votre document d'information, vous précisiez cette finalité de prospection commerciale. Troisième niveau d'information, c'est la base légale du traitement des données personnelles. Eh bien, cette base légale, ce sera le consentement lorsqu'on est en B2C, puisque je vous ai dit qu'en fait, quand on envoie la prospection à des particuliers, eh bien, il faut obtenir leur consentement. Et ça constitue la base légale qui vous autorise à traiter les données personnelles de la personne. Ensuite, il va falloir préciser si les données que vous collectez sont nécessaires, sont obligatoires ou si elles sont facultatives. Ça vise par exemple le cas des champs de collecte. Vous avez des champs où, par exemple, nom, prénom, adresse mail qui vont parfois être des données nécessaires, obligatoires. Et puis, des fois, vous vous trouvez avec des champs facultatifs que la personne peut ne pas renseigner. Et bien là, il va falloir le préciser. Il va falloir aussi indiquer combien de temps vous allez conserver les données, puisqu'en fait, vous ne pouvez pas conserver les données de la personne de manière indéterminée, dans un temps indéterminé. Il va falloir fixer des durées de conservation bien précises. On verra tout à l'heure combien de temps on peut conserver les données en matière de prospection commerciale. Et donc, dans l'information, il va falloir que vous expliquiez à la personne combien de temps vous conservez ces données à des fins de prospection commerciale. Vous devrez aussi lui rappeler, ça c'est très important, quels sont ses droits, puisqu'en fait, la personne, elle a des droits et comme elle est comme elle n'est pas un professionnel, la plupart du temps, elle n'est pas censée être un professionnel expert en droit et donc elle n'est pas forcément au courant qu'elle a des droits au niveau de la protection des données personnelles, comme le droit d'accès, le droit de rectification, le droit d'opposition, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir lui rappeler qu'elle a ses droits et qu'elle peut les exercer auprès de vous. Si vous êtes en société, par exemple, et que, par exemple, si ce n'est pas le dirigeant qui est le référent RGPD, il sera utile de mettre dans votre document d'information le nom et les coordonnées de la personne qui est le DPO, donc le délégué à la protection des données personnelles, ou le référent RGPD, c'est-à-dire la personne qu'on peut contacter au sein de l'entreprise si on a des questions à poser, notamment si on veut exercer son droit d'accès et de rectification. Il faut aussi lui rappeler à la personne qu'elle a un droit de formuler une réclamation auprès de la CNIL si jamais il y a un souci, parce que la personne pourrait demain, si elle n'est pas contente, si elle n'est pas d'accord sur la collecte de données personnelles, formuler une réclamation. Il faut lui rappeler qu'elle peut le faire auprès de la CNIL. Et enfin, il faut éviter, dans la mesure du possible, de faire des transferts de ces données
en dehors de l'Union européenne, puisqu'en fait, la réglementation RGPD vise la protection des données au sein de l'Union, des pays de l'Union européenne. Et donc, il faut éviter que les données personnelles des personnes partent en dehors des frontières de l'Union européenne, puisque parfois, dans les pays étrangers, eh bien, les lois ne sont pas toujours aussi protectrices des droits et libertés des personnes. Donc, il faut éviter qu'il y ait des transferts de données. Et puis, s'il y a des transferts, évidemment, il va falloir vraiment encadrer ces transferts par des garanties appropriées et évidemment informer la personne que ces données ou certaines de ces données peuvent être transférées en dehors de l'Union européenne. Donc, vous voyez, c'est des informations, une liste d'informations qui est assez longue, qui n'est pas toujours très simple à mettre en place. Mais voilà, il va falloir veiller à donner ces différents types d'informations. Alors, quand est-ce qu'on donne ces informations ? Eh bien, ce sera en général, et c'est ce que je vous conseille, ce que nous conseille aussi la CNIL, c'est de le faire au moment de la collecte. Donc, par exemple, je ne sais pas si si vous voulez envoyer une newsletter et que vous invitez la personne à s'inscrire pour recevoir sa newsletter, eh bien, ça peut être sur le formulaire de collecte et d'inscription à la newsletter que vous allez finalement donner les informations RGPD que je viens d'évoquer. Ou si ce n'est pas là, il va falloir le donner dès le premier contact avec la personne concernée. C'est-à-dire dès le premier envoi de votre prospection commerciale, il faudra lui donner ces informations RGPD. Alors concrètement, comment on matérialise cette information? Parce que c'est vrai que vous avez vu que les informations RGPD sont assez longues. Donc de manière très concrète, comment est-ce qu'on donne ces informations RGPD? Alors en général, ce qui est conseillé, c'est de donner une information concise, assez courte, par exemple au niveau du formulaire de collecte de contact. D'accord ? Donc, on va donner une phrase. Nous collectons vos données personnelles pour vous envoyer notre newsletter à des fins commerciales. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur notre politique de confidentialité. Donc, l'idée, c'est de donner un premier niveau d'information assez synthétique sur le formulaire de collecte, par exemple, et puis de renvoyer à un document d'information qui s'appellerait politique de confidentialité, dans lequel on retrouverait finalement les différentes informations RGPD obligatoires que j'ai énumérées juste avant. Donc, un document un petit peu plus fourni qui permettra à la personne, si elle souhaite avoir un peu plus d'informations, de pouvoir justement avoir toutes les infos nécessaires. Ce qu'il faut quand même il faut quand même veiller à un sujet, c'est que la CNIL insiste sur ce point. Il faut que l'information qui soit donnée soit compréhensible parce qu'elle sait bien que les informations RGPD, ce n'est pas toujours des informations super faciles à comprendre. Donc, ce qu'il faut, c'est faire preuve de pédagogie, de clarté. Il faut être concis, il faut essayer d'être concis, pas en mettre 20 pages. Et pour autant, il faut aussi donner toutes les informations obligatoires parce que si vous en oubliez, eh bien, la CNIL peut vous sanctionner. Donc, voilà, il y a un juste milieu qui n'est pas toujours évident à trouver entre informations concises et claires et informations complètes. Voilà ce que je peux vous donner comme info sur la première règle d'information, justement. Deuxième règle, quand on est en B2C, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est celle du consentement. Vous devez informer la personne, on l'a vu à l'instant, mais vous devrez aussi recueillir son consentement express et préalable avant d'envoyer vos infomerciales. Donc, ce consentement, il doit être éclairé. Éclairé, ça veut dire qu'il faut qu'il soit informé. Donc, si on n'a pas bien donné l'information en amont, eh bien, la personne n'a peut-être pas donné un consentement éclairé. Parce que si elle avait eu l'info complète, peut-être qu'elle n'aurait pas donné son consentement. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment d'être transparent sur vos intentions commerciales de manière à ce que le consentement que vous allez obtenir de cette personne soit vraiment valide et éclairé. Univoque, spécifique et libre, ça veut dire aussi qu'il faut vraiment que la personne dise qu'elle est d'accord. Il faut qu'elle manifeste son accord. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, par exemple, une personne qui ne dit rien, qui ne coche pas une case à cocher, qui n'appuie pas sur un bouton « j'accepte », eh bien, c'est une personne qui n'aura pas manifesté de manière expresse et spécifique son consentement. Libre, c'est aussi faire attention au consentement qui serait contraint.
Par exemple, je sais pas, je vois assez souvent des démarches marketing qui visent à, par exemple, pour obtenir le téléchargement d'un guide ou d'un livre blanc, eh bien, il va falloir que j'accepte en contrepartie, du coup, de m'abonner et de recevoir vos informations commerciales. Du coup, là, il y a une espèce de, pas de chantage, mais une contrepartie qui fait que le consentement ne sera pas libre. Je n'ai pas accepté de manière libre et spécifique de recevoir votre prospection commerciale. C'était un peu un donnant-donnant. Et ça, la CNIL nous dit que c'est pas valable. C'est pas des consentements qui sont valables. Donc, il faut faire attention à ça. Alors après, de manière très concrète, souvent, c'est une case à cocher qui va permettre à la personne de donner son consentement. Donc, une case à cocher optionnelle, hein, d'accord comme je l'ai dit à l'instant, hein, il faut vraiment que ce soit un consentement libre. Une case à cocher comme celle-ci, j'accepte que mes informations soient utilisées pour de la prospection commerciale. Donc là, on voit que la finalité, elle est très claire, prospection commerciale. Et là, la case à cocher permet d'obtenir ce consentement express et préalable. Alors, il y a deux exceptions à ce consentement, à l'obligation de recevoir le consentement de la personne, qui peuvent être assez intéressantes. Et donc, je vous en dis deux mots. Vous n'aurez pas l'obligation de requérir le consentement dans deux cas très précis. Lorsque votre client particulier, lorsque la personne qui est un particulier est déjà un client à vous, ou alors qu'elle est un ancien client mais depuis moins de 3 ans. Donc, si vous avez déjà vendu à cette personne des produits ou des services et que vous voulez finalement lui envoyer votre prospection commerciale pour lui proposer des produits ou des services analogues, hein. On parle vraiment de produits et services similaires, analogues, donc pas des choses trop différentes. Eh bien, dans ce cas-là, parce que cette personne est un client actuel ou un ancien client depuis moins de 3 ans, vous pourrez vous passer de son consentement, donc à condition évidemment de l'avoir informé de vos intentions commerciales, mais vous pourrez vous passer de son consentement. Ça, c'est la première exception qui peut être intéressante à exploiter. Et puis, autre exception, c'est si, par exemple, vous envoyez une newsletter où il y a vraiment que de l'information pure. Je prends l'exemple de l'avocat que je suis, qui, par exemple, enverrait une newsletter qui donnerait l'actualité juridique, c'est-à-dire une veille jurisprudentielle des décisions rendues le mois dernier. Si dans ma newsletter, je n'ai que de l'information juridique, vraiment à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune partie de la newsletter qui est consacrée finalement à la mise en avant de mes services juridiques, et bien dans ce cas-là, ce sera considéré comme de la prospection non commerciale, d'accord ? L'intention est juste informationnelle, et dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de recueillir le consentement de la personne. Mais dans tous les cas, retenez, parce que vous souvenez que le principe en B2C, c'est qu'il y a quand même 3 règles à respecter: information, consentement et respect du droit d'opposition. Donc là, on a vu qu'il y a 2 exceptions qui nous permettent de nous passer du consentement quand c'est des clients ou anciens clients, ou si c'est vraiment de l'info pure. Mais dans tous les cas, il va falloir informer la personne, d'accord, et lui permettre, si elle le souhaite, de changer d'avis et d'exercer son droit d'opposition. Voilà, j'espère que c'est clair, parce que ce n'est pas toujours évident de jongler avec ces règles RGPD. Je vous dis quand même un mot sur ce fameux droit d'opposition. Donc, il faut savoir que la personne, même si elle a été informée et qu'elle a donné son consentement, il faut savoir qu'elle peut changer d'avis à tout moment et exercer ce droit d'opposition, c'est-à-dire revenir vers vous, vous contacter pour dire moi, je ne souhaite plus recevoir vos infos commerciales. Donc, dans ce cas-là, en fait, vous vous souvenez que vous avez l'obligation de lui dire qu'elle a ce droit, la personne, vous devez lui rappeler qu'elle a ce droit d'opposition. Donc, en général, le droit d'opposition, vous allez le mettre dans votre bas de page, si vous envoyez un mail, par exemple, dans le bas de votre newsletter ou de votre mail, de manière à ce que la personne puisse cliquer très facilement pour s'opposer et donc ne plus recevoir vos infos commerciales. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la personne s'oppose, vous devrez absolument veiller à ce que la personne ne reçoive plus la newsletter ou en tout cas vos informations commerciales. Ça, il faut y veiller, il faut le faire dans un délai de 30 jours. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, vous serez passible de sanctions pénales. Là, on est vraiment sur de la sanction pénale, donc c'est quand même dommage de
de risquer des sanctions pour quelque chose aussi, voilà, c'est assez courant et facile à mettre en place. Donc, veillez justement à vérifier régulièrement les personnes qui se sont opposées. Et puis, justement, peut-être, en général, en pratique, ce qu'on conseille, c'est de créer une liste de personnes, liste repoussoire, c'est-à-dire une liste qui va être constituée des personnes qui se sont opposées, justement, de manière à ce que vous soyez capable de les identifier et vous sachiez que cette personne-là s'est opposée à tel moment. Voilà ce que je voulais vous dire sur le droit d'opposition en B2C. Et je vais passer au cas numéro 2, le B2B. Je vous ai dit dans mon tableau synthétique que quand on est en B2B, on va pouvoir, dans certains cas, pas toujours, mais dans certains cas, se passer de la règle du consentement, c'est-à-dire finalement ne respecter que la règle de l'information et la règle du droit d'opposition. Alors, très concrètement, en fait, quand je vous dis qu'on n'a pas besoin du consentement, c'est parce qu'en B2B, on va pouvoir jouer sur une base légale, RGPD, qui sera non plus le consentement, mais l'intérêt légitime. Alors ça, c'est un petit peu technique, mais juste pour que vous le sachiez, du coup, ce serait cette base légale-là que vous pourriez indiquer dans votre politique de confidentialité si vous souhaitez adresser vos infos commerciales à des professionnels. Mais attention, parce que là, la CNIL nous a quand même précisé les choses, ce ne sera pas tous les professionnels. La CNIL, elle fait ce qu'elle considère, c'est que vous pourrez vous passer du consentement si vous souhaitez adresser vos infos commerciales à un professionnel, mais qui a une profession qui est en rapport avec l'objet de votre sollicitation. D'accord? Donc, ça vise, par exemple, très concrètement, si je donne un exemple, le cas de, par exemple, si je reprends mon exemple d'avocate, je vais envoyer mes infos commerciales et infos juridiques à un directeur juridique, par exemple, ou à un responsable des ressources humaines, parce que ce sont des personnes, donc des professionnels, qui sont intéressés par l'actualité juridique et qui sont intéressés aussi de travailler en relation avec des avocats. Donc, si j'adresse ma newsletter, mes infos commerciales à ces personnes-là, donc on est vraiment en B2B, eh bien, je pourrais me passer de la règle du consentement. Il faudra toujours se poser la question, est-ce que la personne qui reçoit ma prospection commerciale a une activité, donc une profession, qui est quand même en rapport avec en tout cas l'objet de ma sollicitation, avec mon produit, mon service. Si c'est trop éloigné, eh bien vous risquez du coup, si jamais il y a un contrôle de la CNIL, que la CNIL vous dise non, il aurait fallu là ici avoir le consentement de la personne. Donc vous voyez, le consentement, on peut s'en passer, mais pas dans tous les cas. Et c'est là que ça devient compliqué, c'est que finalement, il faut que peut-être dans votre base de données de clients, prospects, vous puissiez peut-être qualifier aussi la fonction de la personne et identifier est-ce qu'on est en B2B au sens j'ai pas besoin du consentement, ou est-ce que je suis en B2B mais j'aurais quand même besoin du consentement parce que la personne concernée a une profession qui est vraiment trop éloignée de ce que je souhaite lui proposer en termes de service ou de produit. Donc voilà, il y a quand même une réflexion à avoir en amont avant d'envoyer votre prospection commerciale. Alors, durée de conservation, j'en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que vous ne pouvez pas conserver les données personnelles des personnes que vous prospectez de manière indéfinie. Ça veut dire qu'il faut fixer des règles de conservation très précises. Alors, la CNIL nous dit que vous pouvez les conserver pendant 3 ans, c'est-à-dire pour cette finalité de prospection commerciale, vous pouvez le faire pendant 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, il va falloir se poser la question, qu'est-ce que je fais de ces données de prospection commerciale? Alors, par exemple, si on est en pratique, on va distinguer les prospects qui sont déjà vos clients ou vos anciens clients, d'accord, des prospects avec lesquels vous n'avez jamais travaillé, qui vous n'avez jamais vendu quoi que ce soit. Ceux en fait qui sont déjà des clients, vous pourrez les prospecter tout au long de la relation contractuelle. Donc, ça dépend ce que vous vendez. Par exemple, je ne sais pas, moi, si vous êtes une agence de communication digitale et que vous vendez un service d'accompagnement, je ne sais pas moi, en maintenance de site internet,
En général, c'est des prestations qui durent au moins 1 an, voire 2 ans, 3 ans, etc. Donc, on est sur des contrats à exécution successive. Tout au long de la relation contractuelle, eh bien, je peux continuer à prospecter ce client-là tant que le contrat que j'ai conclu avec lui continue de s'exécuter. D'accord ? Et une fois que si le contrat se termine, je vais pouvoir continuer à lui envoyer mes infomerciales pendant 3 ans. Donc, à compter de la fin de la relation contractuelle, je compte 3 ans. Donc, pendant toute cette période-là, il n'y aura pas de souci. Je pourrai conserver les données et je pourrai continuer à faire ma prospection. Par contre, au bout des 3 ans, eh bien, il va falloir se dire, bon, là, il faut que j'ai une action active. Il va falloir que j'interroge cette personne, donc cet ancien client, pour savoir s'il souhaite continuer à recevoir mes infomerciales. D'accord ? Donc, si la personne dit « Ok, je suis d'accord pour continuer à recevoir votre prospection commerciale », dans ce cas-là, vous pouvez repartir pour 3 ans. En revanche, si la personne ne vous donne pas son accord au bout de ces 3 ans, eh bien, vous aurez l'obligation de supprimer, du coup, les données que vous utilisiez pour cette finalité de prospection commerciale. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est le premier cas où vous vous adressez à des clients ou des anciens clients. Et si vous vous adressez à des personnes qui n'ont encore jamais acheté vos produits ou vos services, donc on est vraiment sur une notion de prospect, dans ce cas-là, une fois que vous avez informé la personne, vous avez collecté les données, d'accord ? Eh bien, vous pouvez vous pouvez prospecter à la personne pendant 3 ans à compter de cette collecte ou du dernier contact ou du dernier clic sur, par exemple, un de vos mails ou une de vos newsletters. Donc, si la personne a cliqué ou qu'elle vous a contacté, eh bien, ça peut faire refaire partir le délai de 3 ans. Mais si, par exemple, au bout de 3 ans, à compter du dernier contact de la personne, la personne ne s'est plus du tout manifestée, eh bien, même logique, vous devrez la contacter pour savoir si elle est toujours d'accord pour recevoir vos actualités. Et si elle vous dit OK, eh bien, dans ce cas-là, donc si elle vous donne un consentement spécifique express, eh bien, dans ce cas-là, vous pourrez continuer à lui envoyer votre prospection commerciale pendant à nouveau 3 ans. Mais en revanche, si elle ne dit rien ou qu'elle dit non, je ne suis plus d'accord, vous devrez supprimer les données que vous utilisiez pour la prospection commerciale. N'hésitez pas, vous me poserez vos questions à la fin, j'ai quasiment terminé d'ailleurs sur ce sujet-là. N'hésitez pas à me poser vos questions, peut-être que je reviendrai pour clarifier certains points. Troisième cas, je vous ai dit, il y avait 3 grands cas, B2B, B2C et prospection pour quand on utilise des traceurs. Donc, j'en viens à cette notion de traceur parce que parfois, vous utilisez des traceurs. Alors, ça arrive assez souvent quand vous avez un site internet. Souvent, c'est comme ça que ça se traduit. Votre site internet peut utiliser des traceurs. Alors, qu'est-ce qu'un traceur ? Peut-être que certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est qu'un traceur. En fait, c'est une petite technologie. Donc, ça peut être un cookie. Un cookie est un traceur, mais il n'y a pas que les cookies. Donc, c'est une petite technologie qui va permettre de suivre l'internaute, la personne concernée, et donc d'avoir accès ou de collecter des données personnelles la concernant. Donc, ça peut être, par exemple, les pages du site où elle va naviguer. Ça peut être des informations sur son adresse IP, sur le navigateur qu'elle utilise, sur le terminal. Est-ce que c'est un Mac? Est-ce que c'est un... Voilà, donc là, l'idée, c'est des dispositifs qui permettent quand même de collecter ou d'accéder à des données personnelles. Et donc, ça fait l'objet d'une réglementation particulière qu'il faut respecter quand vous utilisez des traceurs. Et donc, la grande, on va dire que les grandes règles, c'est que ces traceurs-là, sauf les traceurs qui sont utilisés vraiment pour à des fins à permettre de faire fonctionner le site, qui servent vraiment à la communication au sens fonctionnement et nécessité. Tous les autres traceurs qui seraient mis, par exemple, à des fins de prospection commerciale, de marketing, devront respecter les 3 grandes règles: information, consentement et respect du droit d'opposition. Peu importe que les personnes concernées soient des professionnels, qu'ils soient des particuliers, que ce soit des anciens clients, des clients en cours, etc. Là, il faudra respecter les 3 règles parce que vous avez utilisé ce type de traceur. OK ?
Donc, en pratique, comment ça se matérialise? En général, quand on met des traceurs sur un site internet, eh bien, vous allez devoir prévoir un bandeau. Donc, c'est le petit bandeau cookie que vous voyez quand vous arrivez sur un site internet. Le bandeau qui vous permet de donner votre choix. J'accepte, je refuse ou je choisis le type de traceur pour lequel je donne mon consentement ou pas. Donc, ce bandeau traceur vous permet de donner un premier niveau d'information et souvent, dans le bandeau, vous avez soit une charte d'information sur les cookies, voire parfois c'est une politique de confidentialité qui invite l'internaute, s'il souhaite en savoir plus sur le type de traceurs qui sont utilisés, à qui appartiennent les traceurs, parce que ça peut être des traceurs de Facebook, de Google, et ça peut être souvent des traceurs de tiers. Eh bien, ça permet de donner des informations un petit peu plus précises sur les traceurs. Et donc, même règle que pour ce que j'exposais précédemment. Pour ce type de traceur, il va falloir, avant tout déclenchement de traceur, non seulement donner l'information, mais aussi obtenir le consentement express et préalable de la personne. Et donc ça sera possible en paramétrant correctement ce fameux bandeau cookie et en mettant les boutons « j'accepte »,« je refuse », de manière à justement pouvoir recueillir le choix des personnes. Et évidemment, ce qu'il va falloir, c'est aussi stocker le choix des personnes. Les personnes ont refusé ou elles ont accepté. Il faut que demain, si la CNIL opère un contrôle de votre site, que vous soyez en capacité de prouver quelles sont les personnes qui ont donné leur accord ou pas. Et puis, troisième règle, on l'a vu, le droit d'opposition s'exprime aussi, il faut aussi respecter ce droit en matière de traceur. Et donc, ça veut dire qu'à tout moment, la personne doit pouvoir, même si elle a donné son consentement à ses traceurs, elle doit pouvoir à tout moment changer d'avis et donc refuser aussi facilement qu'elle a accepté les traceurs. Et donc ça, souvent, sur les sites, c'est pas toujours une fonction qu'on voit, on la voit, mais elle n'est pas toujours aussi facile à trouver que le bandeau « j'accepte ». Et sachez que les traceurs fait partie d'un des thèmes, la prospection commerciale aussi d'une manière générale, mais les traceurs en particulier, ça fait partie des thèmes prioritaires de contrôle et de sanction de la CNIL. Voilà, ça c'est ce que je vous disais, l'exception au consentement en matière de traceurs, ça ne vise vraiment que les traceurs qui sont utilisés pour faire fonctionner le site ou qui facilitent la communication ou la sécurité du site. Mais dès lors qu'on utilise des traceurs marketing ou de reciblage publicitaire, je vous ai donné l'exemple par exemple du pixel Facebook, quand vous faites des campagnes publicitaires sur Facebook, eh bien ça c'est le type de traceurs qui sont visés par la réglementation et pour lesquels vous aurez nécessairement besoin d'une information, d'un consentement et de permettre à la personne d'exercer son droit d'opposition. Je vois aussi également des traceurs que vous pouvez utiliser pour les relances paniers. Par exemple, si vous avez un site e-commerce, vous pouvez avoir des traceurs qui peuvent, pour les personnes qui constituent un panier, mais qui ne vont pas jusqu'au bout de leur parcours d'achat, le traceur peut vous permettre de les relancer assez facilement. Et donc là, c'est des traceurs qui vont, vous ne pouvez pas les installer et relancer la personne sans qu'elle ait donné un consentement express et préalable. Voilà, donc en résumé, et puis je m'arrêterai peut-être là, je reviendrai peut-être aussi sur la charge de la preuve juste un instant ensuite. Donc en résumé, les règles à respecter, vous l'avez compris, 3 cas à respecter selon que vous adressez à des particuliers, à des professionnels ou si vous utilisez traceurs, d'accord? Et puis il y a des exceptions aux règles du consentement, vous l'avez compris également. Charge de la preuve. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je remets peut-être une couche parce que c'est un point important. Si demain vous avez un contrôle d'une autorité comme la CNIL, vous devrez démontrer que vous avez bien informé, que vous avez recueilli le consentement, que vous avez mis à disposition de la personne le petit bouton pour qu'elle puisse exercer facilement son droit d'opposition, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'il va falloir vraiment mettre en place d'un point de vue technique et puis d'un point de vue documentation aussi les éléments pour justement prouver, demain être capable de prouver que vous avez bien fait les choses. Donc, quand c'est par exemple la case à cocher pour recueillir le choix de la personne, il faut que le choix soit enregistré. Donc, par exemple, si la case à cocher se trouve sur votre site, il faut que la personne qui s'occupe de votre site
conserve le choix des personnes. Horodat aussi le choix exercé par les personnes. Ça va être aussi donc de créer des documents d'information, la politique de confidentialité sur les collectes de données personnelles, la politique sur les cookies aussi, si vous utilisez Tracer. L'idée, c'est que vous puissiez aussi documenter votre conformité RGPD de manière à prouver, demain, si vous avez un contrôle, que vous avez bien donné toutes les informations légales obligatoires à la personne. Et puis, je termine peut-être sur des exemples pratiques pour que ce soit peut-être un petit peu plus parlant. Et puis ensuite, je m'arrête de parler parce que je vois que je suis un peu bavarde. Le temps passe. 2 exemples rapides, mais pour que ça vous aide à mieux traduire les règles que j'ai exposées jusqu'à présent. Une décision qui a été rendue par la CNIL en 2021 à l'encontre d'une société qui s'appelle Brico Privé et qui a été condamnée à une amende de 500 000 €. C'était une société qui fait du e-commerce. Et en fait, elle a été condamnée parce que la société Brico Privé envoyait de la prospection commerciale à des personnes qui avaient créé leur compte sur le site, donc qui étaient des prospects, mais qui n'avaient pas encore commandé. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas passé commande sur le site. Mais finalement, c'était des particuliers qui achetaient Brico Privé sur le site. Vous achetez des perceuses, des clous, des choses pour votre maison, par exemple. Donc, vous êtes des consommateurs. Et vous vous souvenez, on a dit que pour les consommateurs, les particuliers, il faut recueillir le consentement. Sauf si vous êtes un client ou un ancien client. Et là, la prospection était adressée à des personnes qui n'avaient pas encore passé commande, donc qui n'étaient pas encore clients, mais qui avaient simplement créé leur compte. Et donc là, la société a été condamnée par la CNIL, notamment sur ce fondement-là. Il n'y avait pas que ce fondement-là. Il y avait aussi non-respect des règles sur les traceurs. Il y avait aussi insuffisance d'informations. Donc en fait, la société n'avait pas donné toutes les informations RGPD dans sa politique de confidentialité. Donc il y avait différents chefs de non-respect des règles. Et donc la société a été condamnée quand même à 500 000 € d'amende. Autre exemple également dont je voulais vous parler, qui a aussi fait l'objet d'une décision de condamnation de la CNIL, c'était une société qui propose en fait de la vente de repas. Donc qui s'adresse à des professionnels. L'idée, c'est de leur proposer des repas sur le lieu de travail. Et en fait, ce qu'elle avait mis en place, cette société, elle avait mis en place toute une stratégie marketing qui consistait à aller constituer un fichier de prospection en utilisant un réseau social. Alors, ça devait être LinkedIn ou Facebook. Donc, en fait, en captant les données de personnes qui utilisaient ce réseau professionnel. Et évidemment, ces personnes-là n'avaient pas été informées et n'avaient pas non plus donné leur consentement à cette prospection. Donc, en fait, la société collectait les données en utilisant un réseau social et ensuite envoyait la prospection sur la vente de repas sur le lieu de travail à des salariés d'entreprise. Donc, des salariés, ça peut être des responsables techniques, tout type de salariés qui mangent sur son lieu de travail. Et la CNIL, en fait, a considéré que finalement, dans ce cas-là, l'entreprise aurait dû recueillir le consentement des personnes parce qu'en fait, les personnes concernées qui exerçaient des métiers divers et variés n'avaient pas un métier en rapport avec la vente de repas sur un lieu de travail. Le lien, en fait, B2B était trop éloigné et donc on n'était pas dans l'exception que en fait, faisait valoir l'entreprise qui consistait à pouvoir envoyer la prospection à des professionnels. Vous vous souvenez, l'exception ne marche que si le professionnel a une activité qui est en lien, qui est en rapport avec votre prospection, avec l'objet de votre prospection. Et donc là, du coup, la société a également été condamnée à une amende. Voilà ce que je peux dire sur la prospection commerciale et le RGPD. J'espère parce que j'ai dit beaucoup de choses, j'espère que je ne vous ai pas perdu en chemin. Et puis peut-être, Anne-Émilie, je te laisse reprendre la parole pour animer les questions. J'espère qu'il y en aura. Oui, tout à fait. Oui, il y a eu beaucoup de questions. Ce que je vous propose, j'ai une petite information à vous donner avant qu'on passe aux questions, mais en attendant, vous pouvez vous rendre dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran et cliquer sur la gauche de chaque question. Vous avez un petit carré si la question vous intéresse. Comme ça va permettre d'ordonner les questions par ordre de pertinence en fonction des intérêts des participants. Et puis, je vous ai partagé dans le chat le lien vers la petite enquête de satisfaction qui vous permet de nous donner votre avis, de demander éventuellement à être
recontacté par Élise et puis aussi de recevoir directement par mail le support de la présentation si vous souhaitez retrouver, revenir à tête reposée sur des sujets ou des petites choses. Moi, j'avais tout simplement une dernière information à vous donner dans le cadre d'un programme qui s'appelle Tous en ligne maintenant. Si jamais vous avez une petite entreprise qui a plus de 2 ans d'existence et qui réalise plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, vous avez tout simplement accès à des coachings en petits groupes, en collectif, qui sont gratuits parce que financés par l'État. On en a sur tout un tas de thématiques. Si jamais vous faites partie de ces critères d'éligibilité, et si ça vous intéresse de retrouver les prochaines promotions qui auront lieu en collectif, je vous partage à l'instant dans le chat directement un petit lien vers les prochaines promotions. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Je vous propose qu'on revienne sur les questions qui ont été posées à Élise. Je vais les trier par ordre de plébiscite, on va dire, par les participants. On avait une question de Laura qui nous disait: avez-vous des outils de gestion du consentement pour site web à recommander? Non, pas forcément ici d'outils particuliers à recommander. Pour la gestion du site web, pour un site web, en général, le consentement, on va le gérer par une case à cocher, par exemple, que vous allez rajouter sur un formulaire de type Gravity Form sur un WordPress. Ça peut être, comme je vous disais, un bouton j'accepte qu'on peut mettre. Donc, en fait, il n'y a pas forcément d'outils à privilégier plus que d'autres. J'en profite pour répondre justement à une question de Priscilla à ce sujet qui demandait si on pouvait recueillir un consentement par mail. C'est tout à fait possible. En fait, si la personne vous dit par mail je suis d'accord, ben, ça marche aussi, quoi. Mais non, j'ai pas d'outils spécifiques. Ok, bon non, déjà bien noté. On avait une question de Miloud, et je sais que c'est une question qui revient très souvent quand tu donnes des webinars. Si une personne s'acharne à nous envoyer des mails commerciaux malgré notre demande de désinscription et nombreux mails, comment faire valoir nos droits? Ça a été posé à plusieurs reprises. Eh ben, ce qu'on peut faire, c'est saisir la CNIL. Donc, sur le site de la CNIL, il y a un dispositif qui a été mis en place pour faire une réclamation, pour dire je souhaite faire une réclamation par rapport à telle entreprise qui m'envoie ses prospections et malgré ma demande multiple de droit d'opposition, eh bien, elle ne respecte pas mon droit. Et en fait, c'est souvent par le biais de ces réclamations que la CNIL ensuite va contrôler et sanctionner l'entreprise. Je vous parlais de l'entreprise, le dernier exemple que je citais, d'une entreprise qui a été condamnée via des pratiques de collecte de données sur les réseaux sociaux pour ensuite envoyer une prospection de masse pour proposer ses ventes de repas sur le travail. Et bien en fait, c'est parce qu'elle a été condamnée parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont porté plainte en fait auprès de la CNIL. Et la CNIL, à force de recevoir des plaintes de personnes qui concernaient cette entreprise, a décidé de la contrôler et de la sanctionner. Okay. Donc, il ne faut pas du tout hésiter à le faire. J'ai partagé du coup dans le chat le lien direct vers la petite plateforme des plaintes sur le site de la CNIL. Et puis, vous pouvez bloquer aussi. Moi, ça m'arrive aussi régulièrement. Je me désinscris régulièrement. Mais je bloque aussi ceux qui ne proposent pas un droit de... Enfin, des fois, on ne peut même pas s'opposer. Et puis, ceux qui continuent de nous l'envoyer, je les bloque complètement. Je les mets en spam. Du coup, je ne les reçois plus du tout. Ok, très clair. Il y a eu beaucoup de questions. Il y avait Marie qui demandait si tu avais un service de médiation à recommander. Un service de médiation sur la protection des données personnelles? Est-ce qu'elle peut préciser? Vous pouvez peut-être préciser la demande, Marie, dans le chat directement, oui. Est-ce que peut-être que sa demande visait le médiateur à la consommation? Est-ce que c'est ça? Parce que si c'est ce sujet-là, c'est un sujet différent de celui de la protection des données personnelles. Et du coup, je pourrais y répondre, mais peut-être que la personne peut me préciser dans ce cas-là sa demande par mail et je prendrai un temps d'échange avec elle. Oui, pour un site en ligne. Alors, Marie, peut-être mettez-nous directement dans le chat parce que Élise a proposé deux pistes. Du coup, ouais. Parce que le médiateur à la consommation, ça ne vise pas la réglementation sur les données personnelles, et ça vise celui qui vend des produits, notamment sur son site, à des consommateurs. Donc, je remets peut-être tes coordonnées. Voilà. Hop. Ouais, voilà.
Ok, on va passer à une autre question. William, concernant le consentement pour les données en B2B, si j'envoie mes informations commerciales concernant mes 6 services de communication envers un chef d'entreprise d'une TPE ou PME, dois-je avoir son consentement avant? Alors ça, c'est une très bonne question à laquelle aujourd'hui, je n'ai pas de réponse claire parce que la CNIL ne s'est pas positionnée dessus. Moi, je considère que si j'envoie ma prospection commerciale à un professionnel qui est le chef d'entreprise, euh, pour moi, celui qui a la fonction du dirigeant va forcément être intéressé par mes services de communication, par mes services juridiques, puisqu'il est dirigeant. Donc forcément, à mon sens, le dirigeant, pour moi, on est vraiment sur du B2B. Et donc, on pourrait se passer du consentement. Moi, c'est mon analyse. Mais c'est vrai que sur ce sujet-là, on n'a pas de décision de la CNIL et on n'a pas de position claire de la CNIL. On avait une question complémentaire de Justine sur ce sujet. En tant qu'agence de communication, je n'ai donc jamais besoin du consentement car tout le monde y a un intérêt légitime. Est-ce bien ça? Et je pense oui, tout à fait. En tout cas, c'est mon analyse. Et en tout cas, c'est un argument qui pourrait être... on pourrait tout à fait le faire valoir auprès de la CNIL si demain il y a un contrôle. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'importe quel professionnel a besoin de conseils en communication, a besoin d'un site internet, a besoin d'un avocat, a besoin de services en cybersécurité. Enfin, je veux dire, ça fait partie des volets indispensables pour développer son entreprise en toute sérénité, quoi. Ouais, tout à fait. Donc oui. Je vous propose qu'on prenne une dernière question de Stéphane. Si mes prospects B2B sont basés hors Europe, États-Unis, Canada, suis-je contraint aux mêmes obligations? Oui, tout à fait. Parce que le champ d'application du RGPD est défini de manière très très large. Et à partir du moment où vous êtes installé en Europe, et même si vos prospects ou vos clients sont à l'extérieur de l'Europe, vous devrez respecter le RGPD. Et donc les règles que j'évoquais à l'instant. Ok. Bon, mais je vous propose qu'on s'arrête là. Il n'y a pas eu d'autres précisions de Marie. Du coup, Marie, n'hésitez pas à contacter Élise directement par mail si vous avez une question sur ce que vous disiez dans l'onglet questions. Un grand merci, Élise, pour ta participation ce matin et les éclaircissements auprès des participants du jour sur la prospection commerciale et en termes de RGPD. Je vous remets dans le chat le lien vers la petite enquête de satisfaction si vous souhaitez notamment récupérer le support de la présentation. Il y a des questions de coûts pour Armel. Alors pour les questions non traitées, Christelle, je suis désolée, mais il est déjà midi 2. On va libérer Élise parce que elle donne de son temps gratuitement ce matin pour vous. Du coup, c'est ce que je vous disais. Si jamais vous n'avez pas eu de réponse à votre question, n'hésitez pas à faire un petit mail directement à Élise ou à répondre à l'enquête de satisfaction et à dire que vous souhaitez être recontacté par Élise. Comme vous le ferez de manière proactive, nous, on enverra vos coordonnées à Élise pour qu'elle puisse reprendre contact avec vous juste après. Et puis, je vous remercie tous, en tout cas, pour votre participation. Élise, je te laisse peut-être le mot de la fin. Oui, merci Anne-Amélie. Écoute, en effet, je confirme, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail. Je réponds à toutes les personnes qui me posent des questions. C'est important pour moi de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. Si à l'issue du webinaire, où il y a des choses qui sont encore pas claires, vous avez des questions complémentaires auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre, n'hésitez vraiment pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà. Et puis merci de m'avoir écouté. J'espère surtout que le webinaire vous aura apporté un peu de clarté sur ce sujet qui n'est pas toujours évident. Et puis, c'est toujours un plaisir, Anne-Amélie, de faire des webinaires avec les Folies Web. Donc, au prochain. C'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Ça marche. Et à bientôt, Élise. Et puis, très bon appétit à tous. Et à bientôt sur un prochain événement Folie Web. Au revoir. Bonne journée.